Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu et le sujet choisi est absolument non seulement important, mais aussi interpellant. Après l'indépendance d'Israël, alors que la violence arabe les força à quitter leur pays natal, les Juifs sfaradim et orientaux, c'est-à-dire ceux d'Afrique du Nord et ceux du Moyen-Orient, commencèrent à arriver en Israël en grand nombre. L'establishment ashkénaze considérait ces nouveaux venus comme des arriérés dont les traditions et la culture étaient similaires à celles des ennemis d'Israël, les Arabes. Ainsi devinrent-ils les victimes d'une discrimination organisée et préméditée par les nouveaux maîtres de la race blanche, si je puis m'exprimer ainsi. Dès leur arrivée en Israël, ils se virent méthodiquement expédiés dans des camps de transit où les conditions de vie n'étaient pas des plus tendres. Quand ils purent enfin quitter ces camps, leur destination était un aller simple pour les villes de développement dans le désert du Negev, entre autres. Le soir du 8 juillet 1959, Yaakov El-Karif, un habitant du quartier de Wadi Salib à Haïfa, était en état d'ébriété et commença à se comporter de manière assez extravagante. El-Karif a soudain jeté des bouteilles vides sur les policiers appelés par le patron du bar pour remettre de l'ordre, et ces derniers, arrivés dans une camionnette pour l'arrêter, et l'un d'entre eux tira, on ne sait pourquoi, blessant par balle et même grièvement blessant El-Karif de manière très grave. Des résidents irrités, les habitants du quartier, par l'incident concernant le personnage de Yaakov El-Karif, qui était connu dans le quartier, encerclèrent le véhicule de police et kidnappèrent l'officier. Ils ne relâchèrent qu'après qu'un autre officier et un civil aient tiré des coups de semonce. Le lendemain, plusieurs centaines d'habitants de Wadi Salib ont marché vers le quartier de Hadar à Carmel, brisant des vitrines et incendiant des voitures. C'était la première d'une série de manifestations violentes qui se sont rapidement étendues, propagées à d'autres parties d'Israël. La plupart des participants dans ces manifestations étaient des Juifs d'origine nord-africaine. L'hebdomadaire, aujourd'hui disparu, Haolam Hazeh, a qualifié les incidents de « révolte des Marocains », tandis que le ministre de l'Industrie, Pinchas Sapir, les a qualifiés de « pogroms » lors d'une réunion du cabinet qui eut lieu quelques jours plus tard. Le procès-verbal de cette réunion, mes amis, est à la disposition du public aujourd'hui et constitue une lecture plus qu'intéressante. Ces 6 premières pages contiennent le récit des événements du ministre de la police d'alors, Bechor Shalom Shetrit. Apparemment, les participants à la réunion ont convenu, plus ou moins, que les coupables étaient des individus malfaisants au comportement moral équivoque, et d'ailleurs connus pour être impliqués dans des activités criminelles et de prostitution. Telle était en effet l'attitude générale du public bien pensant. Dans les archives du journal Haaretz, les rapports sur les incidents de Wadi Salib ont été déposés dans une grande enveloppe portant la mention, entendez bien, activités criminelles et terroristes. Le ministre Shetrit a tenté de persuader les autres ministres que la police n'avait pas outrepassé son autorité en tirant en l'air. Le ministre de l'Intérieur, Israël Bar Yehuda, a voulu savoir comment, si des coups de feu avaient été tirés comme une mise en garde, El-Karif avait pu être blessé. Sur quoi le ministre des Finances, Lévi Eshkol, a fait remarquer « De toute évidence, l'homme flottait dans les airs. » Entendez, en état d'ébriété. Bar Yehuda était le seul ministre qui croyait sincèrement à l'époque que les troubles reflétaient un problème social profond et évident. La plupart de ses collègues, par contre, avaient l'impression que la rage des habitants était dirigée contre les officines dirigées par le Mapai, parti politique prédécesseur du Parti travailliste,
et aussi l'unique fédération syndicale, la Histadrout. Ils appréhendaient donc ces événements comme une réelle menace politique et non comme le symptôme d'un réel et sérieux malaise social. Les 6 dernières pages du procès-verbal se concentrent sur la discussion des ministres quant à la manière d'éviter de soulever l'ensemble du sujet à la prochaine session de la Knesset. Le gouvernement a par la suite décidé de créer une commission d'enquête gouvernementale et de nommer à sa tête le juge de la Cour suprême, Moshe Etzioni. Celui-ci parviendra à des conclusions sans même avoir pris le temps d'auditionner tous les témoins devant la commission. Il écrit ainsi au Premier ministre David Ben-Gurion « Franchement, je ne discerne pas le problème comme étant lié à une quelconque question de discrimination. Au lieu de cela, je le vois comme lié à divers aspects du problème de l'intégration des diasporas vivant en Israël. » Ben-Gurion a répondu au juge Etzioni dans une longue lettre, et y compris ce commentaire non moins notoire. Écoutez, un voyou ashkénaze, un voleur, un proxénète ou un meurtrier ne pourrait jamais gagner la sympathie de la communauté ashkénaze. Entre parenthèses, je dirais si une telle communauté existe effectivement. Et un tel criminel n'imaginerait même pas cette possibilité. Néanmoins, cela pourrait se produire parmi les membres d'une communauté ethnique primitive. Fin de citation. Les documents détaillant les travaux de la commission d'enquête, désormais accessibles au public et à des fins de recherche dans les archives de l'État, sont fascinants. Par exemple, apparemment, toutes les lettres envoyées d'Israël au Maroc au moment des manifestations ont dû passer la censure et ont subi une analyse statistique détaillée de sorte que l'humeur personnelle et politique des immigrants marocains d'Israël puisse être évaluée. Sur les 600 lettres examinées selon le rapport, une douzaine seulement faisait référence aux incidents de Wadi Salib. Cette constatation a semblé étayer donc les vues du juge Etzioni dans sa lettre à Ben-Gurion et influença la principale conclusion de la commission comme indiqué dans son rapport. Je cite « Nous sommes profondément convaincus qu'aucune trace de discrimination n'a été professée par les agences gouvernementales ou nationales. Néanmoins, la commission a déclaré que des cas de discrimination surviennent de temps à autre, mais ne se trouvent qu'aux échelons inférieurs. » Celle-ci, la commission, a reconnu qu'il y avait un grave problème de personnes se sentant victimes de ségrégation, mais il s'agissait d'un problème psychologique qui pourrait être surmonté avec l'aide d'un surplus d'amour fraternel et bienveillant et un effort renouvelé pour intensifier l'intégration de ces diasporas. Ce dernier point, d'ailleurs, se voulait être une version israélienne du concept américain de melting pot, que la presse locale qualifiait parfois de processus d'assimilation. La commission d'Etzioni a également formulé des recommandations pratiques telles que la fermeture de ces fameuses Mahabarot, ces maisons de tôle qui formaient les camps de transit pour les nouveaux immigrants. Les lacunes de la société israélienne sont encore largement identifiées avec des problèmes d'origine ethnique et nationale. Au fil des ans, il y eut d'autres incidents de violence liés à cela, comme ceux dont nous parlerons prochainement, déclenchés par les panthères noires israéliennes, en parallèle à ces panthères noires qui se révoltèrent aux États-Unis. L'expression culturelle de l'intégration des diasporas ferait vraisemblablement se retourner dans leur tombe un certain nombre de fondateurs de l'État d'Israël. Pourtant, 60 ans après les émeutes de Wadi Salib, il semble que la lutte de ces Juifs originaires d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient ait été quand même couronnée de succès, partiellement. Chaque fois qu'elle a réussi à s'assimiler ou à s'adapter aux règles du jeu de la politique israélienne, eh bien, ces Orientaux, ces Juifs d'Afrique du Nord, ont initié la révolution qui a finalement conduit
à l'élection de Menachem Begin en 1977 au poste de Premier ministre. En outre, ils ont créé le parti Chins, un parti politique, religieux, dont le poids dépasse de loin les rêves les plus fous des habitants de Wadi Salib. Dans la version israélienne du Creuset, les juifs sfaradim orientaux furent encouragés à se conformer à l'idéal sioniste ashkénaze occidental, principalement via les écoles publiques et l'armée. Leurs enfants étudièrent au sein de l'enseignement séculier. Le patrimoine culturel et les personnages historiques ashkénazes, c'est tout. Dans les écoles religieuses d'État, ils seront contraints de pratiquer un judaïsme au son de la cloche ashkénaze. Nul n'est besoin de rappeler l'attitude d'apartheid du monde orthodoxe qui jusqu'à ce jour a agi en toute impunité à l'encontre du monde séfaradi et mizrahi. Les propos sans appel de David Ben-Gourion, alors Premier ministre d'Israël, témoignent de cette farouche volonté du monde ashkénaze dans les premières années de l'État. Je cite, écoutez bien. Ces Juifs du Maroc n'avaient pas d'éducation. Leurs coutumes sont celles des Arabes. Je passe. Et je continue. La culture du Maroc que je n'aimerais pas avoir ici. Je passe et continue. Nous ne voulons pas que les Israéliens deviennent des Arabes. Fin de citation. Il est toujours bon de savoir, de connaître, pour mieux entendre et mieux comprendre. À très bientôt. Shalom, shalom.